On a déjà posé les questions qui étaient là avant, voilà, on a déjà discuté l'un à l'autre, tout ça. Toutes les choses qu'on fait normalement pour essayer de gonfler le temps, on l'a déjà fait. Alors, je vais demander à tout le monde, si vous êtes dans la mesure de le faire, de se lever. Si vous n'êtes pas dans la mesure de le faire, c'est pas grave. Bon, voilà. À chacun et chacune ses compétences, ses désirs, voilà. Voilà. Ah oui, hein, ça fait du bien finalement. Hein. Voilà, c'est ça. Exact, exact. C'est bon? OK, ben, écoute, on n'a même pas besoin de faire l'exercice. Si vous voulez le faire, on peut, hein. Mais... Donc, je fais avec le micro. Non, c'est bon? OK. Tout le monde m'entend? oups. Non, tout le monde m'entend? Tout le monde m'entend? Oui. Ouais, voilà. Donc, mesdames et messieurs, Henri, tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Henri. On aurait pu chanter, mais on va pas le faire. Donc, mon talk que j'ai eu du mal à mettre au point, puisque je l'ai fait hier soir. Donc j'ai fait un talk en 2019 qui s'appelait à Groupama comment faire du DevOps multisite. Et bien ça, c'est 5 ans plus tard. Donc, je vais vous raconter un peu une histoire. On était tout contents il y a 5 ans. Vous allez voir que l'histoire, elle n'est pas forcément de tout repos. Mais voilà, on va avancer. Alors, je vais essayer de faire avancer le truc. Hein? Non. Ah. Jusqu'au bout. Hein. Jusqu'au bout. Hop. Si. Bah non, du coup ça avance pas. Ah oui, mais non, parce que Et, elle est là. et voilà. Elle est là. Hop. Non mais c'est bon. Vraiment mal ou vraiment mal? Ouais. Hop. Donc vous remarquez, j'ai mis une fille sur la présentation. Donc je ne sais pas si le MC est là. Donc vous la connaissez, c'est Cerise. Hein. Donc moi ça fait 16 ans que je bosse pour elle et je suis assez content. D'abord parce que c'est une entreprise mutualiste. Donc il n'y a pas d'actionnaire, ça a des avantages, comme dirait le Crédit Mutuel. Et moi je bosse au digital. Donc en fait j'ai les sites de vente, les sites internet, l'espace client, l'application mobile. Et dans ce cadre-là, le DevOps, il est vachement bien. Parce que d'habitude, en assurance, on fait 3 versions par an. Vous imaginez que vous allez dire à un client, vous avez un bug, mais excusez-moi, il faut attendre l'été là pour qu'il soit réglé. C'est toujours un peu compliqué. C'est bon? Hop, ça marche. Alors, on est multi-site. Hein. Donc, en fait, on a un site à Paris, un site en Bretagne, un site à Lyon. Et ce n'est pas des Corses en bas, c'est des Montpelliérains. Donc, c'est les Ops. Donc, voilà. Et on a même un deuxième site maintenant en Bretagne. Donc voilà, c'est pas des Corses, mais ça y ressemble bien. Moi, je les aime bien. Moi, je suis Corse, hein, donc ça, c'est un peu la même mentalité. Donc, si vous avez manqué les épisodes précédents, donc on a construit en 2018. À l'époque, il y avait plusieurs ordonnanceurs. Hein, il fallait en choisir un. Il y avait Mesos, Docker qui avait le sien. Et on a choisi Kubernetes. On a eu du pot. Hein. Je vous le dis franchement, OpenShift, ils avaient mis Kubernetes dedans et ça a marché. Donc on était tout fiers. Et du coup, pour que ça marche bien, on a fait une approche produit. C'est-à-dire qu'on ne l'a pas appelé Kubernetes, on l'a appelé Beluga. Alors, en plus, l'op chez moi qui s'en est occupé, il avait un petit embasage qui avait un petit livre d'enfant avec un Beluga, donc c'est une petite baleine. Donc il l'a mis comme symbole et c'est devenu en fait une approche produit. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement les ops l'ont adopté, mais aussi les développeurs l'ont adopté. Donc vous avez plein de petits autocollants sur les PC là, qui énervent la bureautique parce qu'il dit que quand il faut les recycler, après il faut les arracher. Mais du coup, qui sont sur tous les PC. Et ça donne un certain esprit d'équipe autour de la plateforme. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc je vous conseille le talk qui est sur YouTube, en archive, ça doit se retrouver, qui explique comment on en est arrivé là. Et en gros, ça a donné ça. Donc, ça a donné un cluster, un cluster Red Hat qui permet de mettre des applications en conteneur. Donc, on était tout contents. Au début, on a mis 2, 3, 4, 5. Et après, il s'est passé ça. Alors, ce n'est pas le big count à l'élection de Trump. Hein. C'est le nombre de conteneurs qu'on a mis dans Beluga.
Et quand on a ça comme ça, là, ça a l'air sympa, on est tout content. On aime aller faire des prêts un peu ailleurs pour montrer que ça marchait bien. Mais en fait, on a fait ça là. Je ne sais pas si vous connaissez le film, hein, ça s'appelle Le sens de la vie. C'est-à-dire que notre cluster, il est devenu tellement gros. Alors dans le film, il explose, hein, la personne là. Et donc on avait un gros OpenShift avec 100 nœuds de VM, 120 namespace, 6500 pods, 500 services. Donc autant vous dire que ça, dans le même cluster, il y a un vendredi soir, et c'était un vendredi soir, où on n'a pas pu livrer. Donc vous imaginez, on s'est pris le directeur de l'infra, le directeur de la prod, donc ça a été compliqué, voilà. Red Hat a dit ouais mais en plus vous êtes dans l'ancienne version, voilà. Bon, enfin ça a été compliqué, donc il a fallu trouver en fait comment on allait scaler, parce que c'est bien beau de faire un cluster, mais voilà. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on aime bien les petits noms, on l'a appelé le projet requin, en fait pour découper en fait notre cluster en plusieurs parties, et on a fait un choix, hein. Donc c'était en 2020, hein, vous voyez, ça a quand même tenu quelques temps, hein, en mode un seul cluster. On a coupé en fait la prod et la pré-prod, hein. Donc typiquement quand on est ops, en plus l'avantage, hein, c'est que du coup les devs ils s'arrêtent là, hein. Parce qu'avant ils faisaient ce qu'ils voulaient, ils allaient jusqu'à la prod. Alors au début ils ont livré plus de bugs en prod, et après on a mis en place des tests, ça s'est un peu amélioré. Et surtout ça a permis de mettre en place un PSI. Donc PSI, je ne sais pas si vous connaissez, hein, ça permet de sauvegarder tout le système d'information. Donc d'avoir un cluster qui est uniquement sur la prod, ça a simplifié les processus de PSI. Donc voilà, donc ça nous a permis de continuer d'avancer, et surtout d'avoir quelque chose qui tenait la route au niveau des clusters. On va voir plus tard pourquoi c'est important d'avoir une non-prod en cluster. Et on pense souvent que c'est la prod qui est importante pour les utilisateurs. Par contre, en termes de charge, la non-prod, elle est non négligeable, surtout quand on fait du conteneur. Alors, après, il y a un truc important. Au départ, on avait mis... au départ, on avait appelé ça l'équipe DevOps. C'est pas bon du tout, hein. DevOps, c'est une culture, c'est pas une équipe. Donc, on a changé. On a lu le super livre dont on vous a parlé tout à l'heure, qui s'appelle Team Topology. Et on a appelé ça la plateforme Teams. Donc voilà, pour pas dire, voilà, c'est pas une équipe DevOps, en fait, c'est vraiment une équipe qui rend service aux autres, et on l'a appelée la plateforme Teams. Au départ, elle était à la prod, en fait, et on a pris la décision, en fait, de la changer de direction tous les 2-3 ans. Et ça, c'est super important, parce que du coup, les gens qui sont dans ces équipes ne sont pas forcément rattachés à une prod ou une étude, mais ils sont là pour rendre le service à tout le monde. Et je pense que si vous mettez en place des transformations DevOps, c'est important que cette équipe, elle soit pas rattachée à l'une ou l'autre pour enlever ce fameux silo entre les deux. C'est de faire le balancier, et ça plaît bien aux gens, parce que entre-temps, on récupère des équipes. C'est-à-dire on récupère des gens des ops qui passent au dev, et inversement. Donc ça permet d'enrichir l'équipe, et plus on a de diversité, plus on avance facilement. Donc voilà comment ça se présente. Alors vous remarquez quelque chose? Au milieu, là, c'est une femme. Donc, c'est notre coach DevOps, hein, pour l'ensemble des équipes. Donc, comment ça se passe, la plateforme Team? Vous avez une équipe socle qui, elle, va s'occuper de la montée de niveau vraiment de la plateforme. Donc, tout ce qui est OpenShift, tout ce qui tourne autour, les process, l'ajout des nouvelles images, le fait que les images soient sécurisées, qu'on peut rajouter des nouveaux langages. Vous savez, le coup que nous a fait Oracle, hein, mais maintenant, Java, c'est payant. Nous, on a fait OpenJDK, et puis on a changé tous les images, et puis voilà, ça l'a pas fait. Ça n'a pas marché pour les VM, hein. Par contre, on avait des VM sous nos... Donc là, on a été obligé de garder VMware. Mais en tout cas, là-dessus, ça nous a permis d'évoluer. Donc on a vraiment une équipe socle, et on a des équipes qui accompagnent les projets, un peu comme on l'a dit tout à l'heure. Ce n'est pas des gens qui vont faire à la place des projets, mais c'est des gens qui conseillent des projets, parce que on a des projets un peu standards, c'est ce qui va le plus vite, hein, dans notre environnement Beluga, mais on a des projets qui ont des spécificités, qui ont par exemple du Kafka, qui ont un module qui est en Python, qui ont peut-être des services en .NET open source, là, donc partie voilà. Et du coup, là, il faut mettre des coups de tournevis à la partie socle.
Et à ce moment-là, les équipes accompagnent les équipes de dev. Et il y a vraiment une très bonne relation entre nos équipes plateforme et nos équipes de dev. Donc ça a permis, tout le monde aujourd'hui veut y aller et c'est ce qui est arrivé en gros. Alors qu'est-ce que ça amène vraiment, hein, les bonus en fait de ce qu'on avait par rapport à avant? C'est que vraiment les équipes deviennent autonomes. C'est-à-dire que les équipes, elles ont des environnements qui correspondent à la prod, d'accord, dès les environnements de dev. Donc avant, hein, on avait, vous l'avez peut-être tous eu, hein, on passe d'un environnement à l'autre, puis d'un coup on s'aperçoit d'un truc qui marchait avant, qui ne marche plus après. Donc là, ils ont vraiment l'image ISO prod dès les environnements de dev. Et ils peuvent déployer donc, du dev jusqu'à la pré-prod de manière autonome, donc sans qu'il y ait une intervention d'autres personnes. Ensuite, ils peuvent consulter les fichiers de configuration à part les secrets. Donc, ils peuvent eux-mêmes aller consulter les confs, vérifier les confs. Ils sont responsables en fait de leur partie applicative. Ensuite, il y a la scalabilité, hein, parce que les pics de charge, on a beau faire des tests de charge, des fois on a des surprises, hein, surtout qu'on a plusieurs clients. Hein, on a Groupama, mais on a aussi GAN Assurance, on a une entreprise qui s'appelle GGV, Groupama GAN Vie. Et des fois, les utilisateurs ne nous disent pas tout le temps qu'il y a d'un coup une nouvelle application qui va avoir un pic d'utilisation. Et là, ça a vraiment... avant, c'était au secours, est-ce qu'on a bien prévu la machine? Il faut vite l'installer. Voilà. Donc là, ça nous a vraiment aidé sur la montée en charge. Et surtout, alors ça, avec le RSE qui arrive, on supprime les conteneurs quand ils ne servent plus. Parce que le nombre de VM qu'on a, qui date de je ne sais pas combien et qu'on n'a jamais éteint, ça reste. Quand l'environnement ne sert plus, on éteint certains environnements. Ensuite, y a l'automédiation. Alors ça, c'est sympa pour les astreintes, hein, parce que, vous savez, hein, l'adage « dans le doute, reboot », et là, ça se fait tout seul. C'est-à-dire que quand on a un problème sur un pod, il redémarre et ça restabilise l'application. On a beaucoup moins d'erreurs graves de niveau de service. Et la qualité de service, ça aide justement à avoir la confiance du client. Moi, ce qu'on dit souvent, hein, c'est faire de l'innovation, c'est bien, mais si vous n'avez pas la qualité de service, vous n'avez pas le socle minimum pour avoir la confiance du client et pour pouvoir continuer à innover. Ensuite, donc il y a le redémarrage, hein, sans intervention humaine, donc ça c'est ce qu'on a dit. Aussi, on a fiabilisé les livraisons, hein, donc, puisqu'on a notre CI/CD. Hein, donc, en plus, donc on était parti sur Jenkins. Et on a autorisé en fait les développeurs à commencer en fait leur CI dans GitLab CI. Et on a plus ou moins masqué la logique Jenkins qu'on avait à l'époque sur OpenShift 3 pour qu'ils puissent travailler avec leur outil. C'est-à-dire qu'ils commencent à développer les steps dans GitLab CI. Ils les envoient chez nous. Nous, on rajoute des paramètres qu'eux ne voient pas. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas la vision de Kubernetes, mais à la rigueur, du moment que ça marche, ils s'en foutent. Hein. Et ça permet de pouvoir faire évoluer les pipes sans forcément impacter l'ensemble des projets de l'entreprise. Donc ça, c'est assez intéressant. Donc on a rajouté aussi les tests automatisés, sachant que le plus dur, hein, c'est les tests end-to-end. Hein, c'est toujours compliqué de savoir combien on en met et quel est le pourcentage, quel est le ratio entre ce qu'on met pour les tests end-to-end et ce que ça rapporte réellement sur les tests. Les images Docker sont immuables, hein, donc il n'y a personne qui va modifier les images Docker. Les images Docker sont fournies, sont vérifiées par Red Hat et par la Sécu. Donc on a toujours des bases assez saines. Et ça a permis aussi de faire rentrer des technos qui avant on faisait ce qui s'appelle... on crée des filières. Vous savez, vous voulez rajouter du .NET, ou vous voulez rajouter, je sais pas, du Rust. Il fallait attendre tout un processus de validation avec les archives, les URBA, pour introduire la technologie, et après, il fallait la mettre en place. Là, on peut créer des images, les tester, regarder si c'est bien, les tuner, et après, les mettre dans le catalogue pour qu'ils puissent être utilisés par l'ensemble des équipes. Bon, ensuite, il y a le zero time déploiement, hein, donc ça c'est top, hein, ça veut dire qu'on peut déployer entre midi et 2, donc ça fait un peu moins d'astreinte les week-ends. Voilà. Ça permet de déployer en journée sans dégrader les services, donc ça c'est pas mal, on peut, voilà, en plein après-midi, sans arrêter le service.
Et alors, moi, ce qui me plaît bien, c'est Easy Change. Donc, puisque moi j'ai fait j'ai fait de l'Ops, j'ai fait du Dev. On a ce qu'on appelle des comités de changement. Vous voyez, quand on fait des changements, comme tout doit être tracé, ben, il y a des comités, il faut déclarer avec le directeur de l'exploit une semaine avant tous les changements, les analyses de risque, etc. Quand vous avez des patchs à livrer avec tout le monde au-dessus de la tête, le directeur, le machin, c'est grave, etc. Quand vous devez attendre une semaine pour livrer en prod, voilà, vous le sentez passer. Donc en fait, l'équipe plateforme a créé Easy Change. C'est quoi Easy Change? Ben, vous pouvez livrer, alors il y a certaines conditions, hein, il faut que ce soit des correctifs ou des évolutions liées à des incidents graves. On peut lier, ou alors sans impact, on va dire, sur le back-office. Voilà, c'est un des règles qu'on a mis en place. Et l'autre règle, c'est que le développeur qui met en place cette appli, il doit être là. C'est-à-dire, si vous le faites entre midi et deux, en gros, il prend un sandwich et il est devant l'écran pour vérifier que son batch se passe bien, etc. Donc, et ça, c'est extraordinaire, surtout quand vous êtes dans le web, parce que ça permet de livrer des correctifs assez facilement. Et on arrive aujourd'hui à faire des livraisons quotidiennes en prod. Alors, j'avais vu 40, on n'est pas à 40 livraisons par jour, hein. Nous, déjà, si on arrive à faire une livraison par jour, on est déjà content. Mais en tout cas, ça permet de le faire et en respectant les process de la prod. Donc ça, c'est important. Voilà. Voilà ce que je voulais vous montrer. C'est ce que j'appelle la cellule. Donc en rouge, c'est la prod dans le cluster Kubernetes. D'accord ? Tout ce que vous voyez en vert, c'est les autres environnements. Donc c'est le dev, l'intégration, parce que nous, on traditionnel, la recette, la pré-prod, la formation. D'accord ? Et au milieu, là, le petit truc que vous voyez, c'est ce qui sert à faire tourner le CI/CD. Donc en fait, la prod, c'est tout le tour, hein, c'est tout. Et tout le reste, en fait, ça grossit. Et comme on est on-prime, donc on n'est pas dans le cloud, hein, et ben les gens, ils ont l'impression que c'est gratuit. Donc un des défauts de cette architecture, c'est très bien, hein, tout le monde est content parce que le DSI ne paie pas l'abonnement à Azure, à Google, etc. Les devs, ils ont leur... Mais si on ne fait pas attention, derrière, il y a quand même des machines qu'on achète, des jeux de réseau, et ça a un coût. Et en fait, aujourd'hui, le coût, les gens ne le voient pas forcément. Et du coup, on a une explosion en fait, des environnements. Donc ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on met en place une solution Prime, parce qu'on a l'impression que, enfin, suivant le modèle économique qu'on met en place, que ça ne coûte rien, en fait. Alors, qu'est-ce que ça nous a amené réellement au niveau de l'entreprise ? Ça nous a déjà amené la possibilité de faire des microservices. Parce qu'aller faire des microservices avec des VM, je vous souhaite bien du courage, hein, pour la scalabilité, pour le fait de livrer régulièrement, etc. Et en plus, on s'est aperçu au départ, on était parti sur une stack qui s'appelait Spring Boot pour faire les services. Et en fait, elle est grâce à l'observabilité des conteneurs, on s'est aperçu qu'elle était super lourde en fait. Quand vous faites un service avec Spring Boot, vous tirez des tonnes de librairies. Et donc on est passé sur des services qui sont un peu comme Quarkus, hein, c'est des services qui sont beaucoup plus light et qui permettent de démarrer rapidement. Alors c'est vrai, mais on a aussi mis des applications legacy dans nos conteneurs. Pourquoi ? Parce que pour se débarrasser des anciens serveurs d'applications, c'est-à-dire des WebLogic, des WebServer. Donc on a pris ces applications-là, on les a mis dans un Apache et on les a mis dans du conteneur. Alors attention, c'est pas comme les microservices, hein, ça ne démarre pas en une seconde. Mais au moins, ça permet d'avoir tous les assets au même endroit et de ne pas continuer à déjà payer des licences, hein, parce que c'est pas gratuit. Et plus c'est vieux, plus il vous augmente la licence, hein. Et donc, voilà, ça a permis de tout mettre déjà au même endroit. Aujourd'hui, à peu près 70% de notre parc applicatif est dans les conteneurs, avec sur les 57 applications critiques, il y en a 43 qui sont conteneurisées. Donc, c'est plutôt une bonne chose. L'autre chose qu'on a fait, c'est qu'on a pu faire aussi des micro-fronts. Je ne sais pas si vous connaissez le principe, hein. Quand vous avez des monolithes, c'est souvent le back-office, mais c'est aussi le front-office. C'est-à-dire que vous avez des parties front qui augmentent, qui grossissent. Donc là, ça a permis d'avoir des
des applications qui sont morcelées par domaine applicatif. Alors ça sert pas à la réutilisabilité, hein. J'entends souvent les gens disent le microfront ça sert à réutiliser. Non, pas du tout. Ça sert à découper les équipes de telle manière à ce que les équipes puissent être indépendantes et livrées de manière indépendante. Les microfronts, on ne va pas les réutiliser parce que c'est quasiment des mini-applications. Par contre, ça permet de les découper et de les dispatcher dans les différentes équipes au niveau de la DSI. L'autre truc qu'on a pu faire, alors c'est pas de l'IA générative, hein, c'est de l'IA traditionnelle, c'est de mettre dans des conteneurs, de mettre du TensorFlow, donc des algorithmes d'IA, de modèles de sélection. Et pour vous dire, il y a même on a créé une start-up interne qui s'appelle DocTeller, qui permet de... C'est un algorithme interne pour reconnaître des documents, donc les chéquiers, les cartes d'identité. Et du coup, elle s'appuie sur notre offre interne pour vendre à d'autres clients que nous. Donc, voilà. Ensuite, en 2022 est arrivé OpenShift 4. Et là, Red Hat a dit, les gars, là, il va falloir monter de niveau. En plus, vous avez du Helm dessous, là, OpenShift 3, on ne peut pas rester. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est que, vous voyez, on a multiplié les clusters, parce que vous avez vu cette histoire de tout le truc vert là qui est au milieu. Et bien, on les a découpés et mis sur différents clusters. Voilà. Alors, on a quand même migré toute la prod qui était sous OpenShift 3 en OpenShift 4. Comment on a travaillé? On a travaillé par applicatif, c'est-à-dire qu'on a travaillé avec les équipes. On a pris des domaines applicatifs, on a fait des lots applicatifs, on a travaillé avec les devs, on a commencé à faire des migrations dans les environnements recettes, pré-prod, on a fait des tests avec le métier et après on a migré tout le monde. Donc on a commencé à migrer tous les serveurs, en fait l'équivalent des serveurs, hein, tous les conteneurs des applicatifs. Et par contre, on a gardé en OpenShift 3 tout ce qui est système de pipeline. Pourquoi? Parce que sinon on ne pouvait plus livrer. Hein. Donc on a migré toutes les machines opérationnelles en 4 et on a laissé tout le mécanisme de pipeline en 3. Donc voilà. Et finalement, on a fait ça en 6 mois, vu le périmètre applicatif livré. Donc on a commencé en mai 2022, on a fini en décembre 2022. Voilà. Et ça s'est plutôt bien passé. Et la clé, c'est vraiment de travailler avec les devs par domaine applicatif, parce que chaque applicatif a quand même ses particularités, même si c'est dans des conteneurs. Voilà. Alors, les économies, on n'en parle pas souvent, mais les gens m'ont demandé, mais qu'est-ce que vous avez fait comme économie en allant dans les conteneurs? Eh bien, en fait, aujourd'hui, on a 91 VM sous les conteneurs pour 2200 pods en production. Si on a fait l'équivalent en classique en VMware, juste les VM en installant les programmes, en fait, on a fait une économie en gros déjà de stockage, de 211 Tera de stockage. Quand on sait comment le stockage est utilisé aujourd'hui, on a l'impression que c'est des bonbons, chacun en prend. Voilà. Donc on a quand même fait des économies non négligeables. Et on aurait dû rajouter 2100 serveurs donc, dans l'optique traditionnelle. Donc il y a quand même une densification de 4% des ressources. C'est pas négligeable en termes. Vous pouvez aller le vendre ça à un DSI, le conteneur, ça a un vrai gain financier. Regarde si je ne dépasse pas trop. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait? On a migré nos pipelines. Donc, on était des pipelines qui étaient dans Jenkins et on est passé donc au pipeline V4 donc c'est Tecton qui a mis Red Hat. Et comme on a mis un système générique de pipeline, les développeurs sont restés dans GitLab CI et on a juste changé en fait la couche d'en dessous. Par contre, c'est pas forcément sans problème parce qu'il y avait 1657 pipelines à migrer. D'accord? Donc là, on y allait. Alors, déjà, ce qu'on a fait, c'est qu'on y allait par composant. Donc voilà, avec le build, le run, tout environnement. On les a mis en prod. On a surveillé en fait ce qui se passait. Et on a demandé aux équipes de dev, parce que ces pipelines, c'est surtout l'environnement dev. Les clients ne s'en aperçoivent pas, ça sert qu'à livrer. Donc le client, là, c'est vraiment le dev. Qu'est-ce qui se passait sur ces environnements? Et on a vraiment migré nos 1657 pipelines. Donc aujourd'hui, on est entièrement sur la dernière version de Kubernetes, la dernière version d'OpenShift, et on a tous nos pipelines qui sont dans la cible.
Mais vous voyez que au départ, on était tout heureux avec notre petit cluster. Mettre une infrastructure à l'échelle, ça demande du temps, de l'interaction avec les devs pour arriver à avoir une infrastructure qui tient la route. Le dernier petit point que je voulais vous parler, et ça c'est important, on a dit l'augmentation du nombre de ressources. Donc ce qu'on a mis en place, on a mis en place un petit outil qui va en fait regarder dans la CMDB, dans les conteneurs, on a défini des labels par applicatif, c'est-à-dire combien ils consomment de pods, combien ils consomment de stockage, quel est l'âge d'application, le nombre d'environnements qu'il a, etc. Et on donne une note en fait au périmètre applicatif et on va voir les devs en disant votre périmètre applicatif il est G ou alors il est F. Et en fait, c'est les devs qui vont justement améliorer en fait leur note, c'est-à-dire réduire le nombre d'environnements ou voir s'il n'y a pas un mécanisme pour éteindre des pods. Et ça, c'est assez important parce que je ne sais pas si il y a une présentation hier sur l'éco-conception numérique. Enfin, les serveurs, en France, on a la chance d'avoir du nucléaire, ça coûte un peu moins, mais ça a quand même un coût non négligeable. Et de donner une note, de donner aux différents services une note, ça permet de bien avancer. Donc voilà, je pense que j'ai dépensé mon temps. J'ai un peu perdu de temps au début, je suis vraiment désolé. J'espère que ça vous a plu et j'attends vos questions du coup. Merci beaucoup et c'est nous qui nous sommes désolés pour les petits problèmes techniques. Et du coup, on passe aux questions. En fait, comme d'habitude, il y a 2-3 questions par rapport à la clim et chauffage que je vais skip. Voilà, et on va passer aux questions plus sérieuses. Du coup, comment les équipes qui n'avaient pas les compétences DevOps font-ils par rapport à l'équipe plateforme? Et j'ajouterai une petite question qui est par rapport à ça, c'est est-ce que les équipes plateforme doivent former les équipes dev en cas de lacune? Alors, là où au départ, en fait, au départ du projet, les équipes plateformes ont beaucoup formé les équipes de dev sur la notion de CI/CD, pas sur la notion de cube. Tout ce qui est Kubernetes, les gens ne le voient pas. Ce qu'ils voient, c'est l'interface, par contre, d'OpenShift pour passer d'un environnement à l'autre, donc vraiment la CI/CD et le déploiement. Docker aujourd'hui, des gens qui ne connaissent pas Docker aujourd'hui, il n'y en a pas beaucoup, en fait, pour partir pas du tout. Donc ça, c'est un peu rentré dans les mœurs. Et on fait pas mal de formations. On a ce qu'on appelle une communauté de dev dans lequel l'équipe plateforme est dedans et où on fait régulièrement des formations, que ce soit montée de compétences Java, les nouveaux frameworks. Donc il y a beaucoup d'échanges en fait entre les équipes. Ok. Je sais pas si ça répond. Enfin... Oui. Et du coup, comment parvenez-vous à identifier les machines qui ne sont plus utilisées par vos devs, notamment dans un environnement complexe? Et comment procédiez-vous? Alors, déjà, on monitore les machines. Alors, dans le comment ça s'appelle dans le cluster, c'est assez facile à voir quand ça se voit tout de suite avec le monitoring. C'est-à-dire que quand les machines ne sont pas du tout utilisées, ça se voit assez facilement. Les VM, c'est plus compliqué. Quand on a une VM qui tourne avec des batchs, etc., on ne sait pas si elle est... sur les conteneurs, on voit quand même on voit si la machine est utilisée ou pas. Et ce qu'on fait des fois, c'est qu'on les éteint et on attend que ça gueule. Enfin, je vous le dis comme ça. Surtout les environnements non prod. Et si personne ne gueule au bout d'un mois, généralement, on a gagné quelques stockages et quelques mémoires. Mais ça marche bien, ça. Essayez. Pas en prod, parce que là, vous allez vous faire tuer. Mais en pré-prod, ça marche relativement bien. Et du coup, avez-vous comparé votre coût d'infra on-prem et sur un cloud provider? Alors, on n'a pas fait ça. Par contre, on a fait des applications cloud provider et on a vu combien ça coûtait. Et si on multiplie par le nombre de machines qu'on a, ça risque de nous coûter très cher. Par contre, il y a des cas où on fait appel à des cloud providers, quand c'est des, on va dire des choses, quand on a de l'innovation à faire, qu'on sait que le besoin il est pas mûr, on va pas forcément, on va tenter des choses. Il y a surtout sur des nouvelles infrastructures. Des fois, on se pose la question
Est-ce qu'on va chercher le service sur Azure ou sur GCP plutôt que le mettre chez nous? La question, par exemple, s'est posée avec les LLM, hein. Aujourd'hui, les LLM, on va les chercher chez Microsoft. On a fait un hackathon avec eux. Faire des LLM en local, ça commence à arriver, hein. Il y a des outils comme Cloud, etc. Aujourd'hui, on n'est pas, voilà, on n'est pas parti là-dessus. Ok. Et petite question, en plus de leurs notes sur le label RSE, pourquoi ne pas leur afficher le TCO de leur stack? Bonne question. Là, je ne saurais pas répondre. J'avoue que je ne sais pas. Ok. Et quelle équipe porte l'IAC? Alors, quelle équipe porte l'IAC? J'aurais tendance à dire tout le monde, hein. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe infra qui porte, on va dire, le socle de machine, l'équipe DevOps qui porte l'adoption, et chacun est responsable en fait de son applicatif. Aujourd'hui, on fonctionne beaucoup avec le métier et on regarde ce qu'on amène au métier. Et pour moi, tout ce qu'on vient de voir là, c'est au service du métier. Ça a une valeur si on arrive à livrer des choses un peu différentes, à livrer plus tôt. Moi, dans la partie digitale, je fais beaucoup d'A/B testing. Ça a permis de tester des choses, de regarder si ça marche au niveau utilisateur. Et si ça marche, on déploie à tout le monde. Et ça a une vraie valeur de test and learn, hein, j'aurais tendance à dire. Voilà. Ok. Et une autre question, toutes vos équipes GitLab CI, comment faites-vous sinon pour ceux sur Kuber? C'est-à-dire? Alors, GitLab CI, c'est la version communauté qu'on a, hein, donc on le gère nous-mêmes, enfin c'est centralisé, etc. Les équipes Cube, c'est-à-dire on fait comment? C'est quoi la question? Enfin, Si la personne qui a posé la question veut clarifier. Comment on fait pour les former, peut-être? C'était ça la question? Parce qu'on fait des formations, nous, on fait des formations régulières, sachant qu'on forme à OpenShift, hein, à Kubernetes, voilà, on ne forme pas à la stack de base Kubernetes, la stack basse. Hein. Du coup, on a plus de temps pour Ok. plus de questions. Merci beaucoup. Merci.